Et donc, c'est ça le businessman ou la businesswoman du XXIe siècle. C'est un être qui est relié à son cœur et à son corps. Les 3 C, cœur, corps, cerveau. Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Bonjour Romain. Bonjour Valérie. Merci beaucoup de prendre ce temps, ce moment pour partager ton expérience, ta vision de la vie aujourd'hui, ton chemin, ta transition vers l'éveil, en tout cas une forme d'éveil avec nous aujourd'hui. Merci à toi, je suis très heureux d'être ici et voilà, qu'on échange sur ce thème ensemble. Avant que tu te présentes, je voudrais juste rappeler que, je sais pas si les gens avaient écouté l'épisode que j'avais fait sur Pawa, mais donc moi je t'ai entendu à Pawa, je t'ai découvert à Pawa, donc cette conférence qui a lieu en octobre, qui avait été organisée par Loïc Lemer avec plein d'intervenants qui parlaient de réunir tous les mondes. Et quand je t'ai entendu parler de ton histoire, donc je connaissais pas ton livre. Et je me suis dit, wow, ce gars, il a un parcours de dingue, quoi. Donc, t'es passé t'étais un serial entrepreneur, quoi, super accro au succès, à cette excitation de l'entrepreneuriat, et t'en parleras mieux que moi, à aller découvrir ton chemin spirituel, et pour autant, t'as toujours été quand même attiré aussi par ce qu'il y avait au fond de toi. Et même si ça sommeillait. Et tu sais, pendant cette conférence, je disais, mais comment est-ce que les gens qui sont dans cette salle, ils réagissent, tu vois, à ton parcours et tout. Et plein de fois, je me suis tournée, j'ai regardé dans la salle et je les voyais, acquiescer, quoi, hocher la tête comme ça. Et je me disais, mais ça doit tellement résonner en eux. Et plus je me retournais, plus je les voyais, tu vois, hocher la tête. Et je me disais, mais waouh, tu dois en avoir, cet impact que tu vas avoir, cette trace que tu vas laisser. Et là, je me suis dit, putain, il faut que je te parle, quoi. Enfin, voilà. Et puis, quand j'ai vu la file qu'il y avait pour ton livre, je me suis dit, bon, laisse tomber, moi, je vais manger, je te contacterai une autre fois, quoi. Et puis, j'ai commandé ton bouquin chez un libraire en Suisse et c'était parfait, quoi. Donc, voilà, l'histoire. D'accord, bah, super. Je suis heureux que Pawa ait pu nous amener à nous rencontrer aujourd'hui. C'est vrai que cette conférence, dans un cadre un peu particulier à Station F, qui est donc ce hub de la tech, où en fait il y avait des leaders indigènes et en même temps des entrepreneurs de la tech. Donc l'idée étant de réconcilier ces deux mondes et de les faire interagir et voilà, c'était très intéressant. C'était donc un moment assez émouvant pour moi parce que j'avais décidé, comme j'ai un peu décidé de le faire dans ce livre que j'ai écrit et qui est sorti donc là en mars 2022, de parler de manière intime, de manière honnête, de manière vulnérable, de manière authentique. Voilà, qui sont en fait des valeurs, j'ai pas envie de dire des engagements parce que voilà, je suis mais quand même presque des valeurs qui fixent une ligne de conduite chez moi et même avant même d'être une ligne de conduite, une manière d'être, une raison d'être même. C'est vraiment encore plus profond que ça. C'est une raison d'être au sens de si je ne me comporte pas comme ça, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est aussi fort que ça.
Et donc, c'est un peu nouveau pour moi, parce qu'en fait, de 20 à 30 ans, donc brièvement, tu l'as évoqué, j'étais un entrepreneur assez précoce. Depuis l'âge de 19 ans, où j'avais créé un concept de soirée sans alcool pour les adolescents dans des boîtes de nuit à l'époque, que je louais le samedi soir de 19h à minuit. Ce concept a assez bien pris, assez vite, etc. Puis bon, 10 ans plus tard, je me suis retrouvé avec 10 restaurants et boîtes de nuit que je possédais et que je gérais avec des associés à Paris. Et donc, j'ai été propulsé dans un monde où finalement, être authentique, vulnérable, sensible, était en fait un défaut. Mais en fait, c'est pas bon. Là, c'était peut-être un peu extrapolé dans le milieu nocturne dans lequel j'étais, mais en réalité, dans 95% des univers sur notre planète aujourd'hui, peut-être même 99%, je ne sais pas, il n'y a pas d'études statistiques sur ce sujet. Je crois que c'est souvent non pas un défaut, mais ça peut être en tout cas perçu comme une faiblesse d'être, de se comporter de manière, tout simplement, d'être ouvert en lien avec sa sensibilité. Et donc, il y a eu une crise importante quand j'ai eu 31 ans, un burn-out très, très violent. J'ai eu recours à une année de prise d'antidépresseurs, où j'ai eu, des idées très noires, jusqu'à avoir même par moments des envies. Je fais toujours attention aux termes que j'emploie parce que il y a idées, envies et pulsions. Et c'était pas ni des envies ni des pulsions, c'était plutôt des idées suicidaires, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire que le mental formalisait quelque chose dans la tête, mais au fond, il n'y avait pas eu vraiment de et donc c'est plutôt un flirt avec cette éventualité de quand c'est trop dur, tiens, qu'est-ce que ça ferait, tiens, de finalement de disparaître, quoi. J'en étais quand même là, donc c'était quand même très 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 mal après avoir connu la gloire très tôt, très jeune, et puis pendant pas mal d'années. Et donc ça m'a conduit en fait à cette nécessité de changer. Tu veux changer? Qu'est-ce que tu fais pour changer? Pour changer, on est en décembre 2015 à Paris. J'ai vendu ma dernière boîte de nuit que peut-être certains de nos auditeurs connaissent, qui était Régine, qui est un lieu un peu mythique à Paris, que j'ai tenu pendant quelques années. Et de là, je suis pour la première fois de ma vie, depuis que j'ai 19 ans, je suis vraiment libre. Une liberté, j'insiste sur ce terme parce que c'est une liberté qui a pu me manquer à 19, 20, 30, 21, 22, 23, des âges où finalement je voyais mes copains très libres alors que moi je montais ma boîte et eux, ils étaient encore à la cool, ils voyageaient, ils passaient des samedis après-midi à jouer aux jeux vidéo. Enfin bon, c'était encore très, ils étaient étudiants, mais et donc cette liberté m'a un peu manqué. Donc c'est la première c'est vraiment ce que j'ai voulu vivre, quoi. La liberté au sens, dans tous les sens du terme, quoi, au sens large. J'étais par chance encore assez jeune, là j'avais 31 ans, donc 32 ans, et donc je n'avais pas encore aussi d'engagements familiaux. J'avais pu quand même préserver un petit peu d'argent de côté, pas beaucoup, mais un peu suffisamment pour en tout cas investir. J'emploie vraiment ce terme sciemment, d'investir, parce que c'est encore même l'entrepreneur qui parle, même dans cette quête spirituelle dans laquelle je me suis plongé. Il y avait vraiment une démarche, encore une fois, j'ai envie de dire entrepreneuriale, quoi. Donc, parce que je me revois même faire à un moment donné, j'ai été jusqu'à vendre des meubles, mes vêtements, des choses, j'ai jamais été très matérialiste, et donc très franchement, je voulais aussi connaître le dénuement. J'étais très attiré par l'austérité des moines. J'étais très inspiré on va peut-être en parler après, par Mathieu Ricard, qui a été un peu la lanterne dans le brouillard de cette année 2015, qui est cette année noire. Et c'est à ce moment-là que je l'ai découvert. Enfin, ma mère m'en parlait déjà les quelques années d'avant, mais disons, j'ai été le voir à une conférence à ce moment-là. Je crois que j'ai lu un de ses livres à ce moment-là, et il m'a donné beaucoup de force, d'inspiration et d'espoir, surtout. C'est des gens comme ça donnent de l'espoir quand en fait d'autres sont dans le noir, et moi j'étais vraiment dans le noir à ce moment-là. Et donc, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est assez simple. En fait, ça s'est résumé à une prise de décision qui a été quelques semaines après la vente donc de Régine. Donc, en janvier 2016,
prendre un billet d'avion pour l'Amazonie. Voilà, qui était une intuition très très profonde que j'avais, que je ne peux pas vraiment expliquer. Je fais attention aux mots que j'emploie, j'aime pas trop parler d'appel, etc. Mais il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là, quoi, un peu d'un appel, quelque chose, parce que très franchement, j'avais rien en moi qui me reliait à cette terre. J'ai grandi en France, à Paris. Voilà, j'avais un peu voyagé, mais bon, j'avais d'ailleurs été effectivement souvent en Amérique du Sud, au Brésil. J'avais déjà une petite attirance pour cette région du monde. Mais là, voilà, l'Amazonie. Euh, et puis, voilà, synchronistiquement, on m'avait donné le contact d'un chaman là-bas qui avait exactement mon âge et qui s'appelait Indius. Et ce nom, voilà, vraiment, qui était doux, rassurant. Ce nom me donnait envie je sais pas, voilà, m'attirait beaucoup. Et donc, voilà, il était donc le fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'une longue lignée de chamans là-bas, donc j'étais assez en confiance. Et encore une fois, rien ne me reliait à ce monde-là à l'époque, mais des amis, voilà, qui étaient reliés au Brésil, m'avaient donné ce contact en me disant tu devrais contacter cet Indios, qui avait donc ouvert un centre, une sorte d'écologe spirituel, communauté spirituelle, voilà, où il y a voilà, un certain nombre de pratiques chamaniques. Et donc, voilà, on va sûrement en parler aussi un peu là dans l'interview. Et donc, je suis parti, voilà, le 23 janvier 2016, vers de nouvelles aventures. Entre 2016 et j'ai un peu de la peine à retracer l'histoire, mais je pense que jusqu'à 2019, un truc comme ça, bon, tu fais 3 ans en fait de chemin vers toi, en fait. C'est juste, ça fait à peu près 3 ans, c'est ça? Un peu plus? Ouais, c'est ça. 3, 4 en fait, parce que je me suis posé au Portugal où je vis aujourd'hui. Ouais. Mais j'étais quand même encore beaucoup justement au Brésil et en Amazonie dans l'année 2019. Mais bon, peu importe, oui, c'était une période de 3-4 ans. Et en fait, ça devait être un voyage de 3 mois. Et donc, j'ai quand même tiré le fil d'une bobine, comme voilà, comme le chat qui joue avec sa pelote de laine, et j'étais un peu comme ça. Et d'ailleurs, je pense que même cette analogie du chat avec la pelote de laine, elle est assez juste, parce qu'il y avait aussi un truc que j'ai toujours eu ce tempérament quand même, et ça c'est resté, d'être très, je vais pas dire jusqu'au boutiste, mais quand même très voilà, déterminé à comprendre et à comprendre tous les contours de qu'est-ce que c'est que la spiritualité, le chemin spirituel, la voie spirituelle, en fait, parce que j'aime mieux parler de voie spirituelle à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs chemins. Et ça, c'est assez intéressant, parce que quand on est extérieur à tout ça, ce qui était mon cas jusqu'à cette époque, je ne voyais pas, voilà, bon, c'était abstrait pour moi. Voie spirituelle, j'avais vaguement été à la messe depuis que j'étais petit, j'ai grandi dans la religion catholique. La spiritualité, je savais même pas faire la différence entre qu'est-ce que une religion, la spiritualité. Bon, tout ça était très confus. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs chemins, du chamanisme au bouddhisme tibétain, en passant par le tantra, le yoga, l'ayurveda, enfin tout ça qui sont des sortes de philosophies. Certaines flirtent un peu avec la science, parce qu'il y a quand même des choses assez empiriques qui ont été quand même expérimentées, enfin ouais, qui permettent d'établir des choses, des diagnostics, quoi. J'ai envie de citer un livre incroyable, par exemple, qui s'appelle Le Livre des Secrets de Osho, un maître spirituel, qui est une sorte de bijou où voilà, c'est des aventures d'un yogi qui fait des expériences comme ça, mais c'est comme une démonstration mathématique de l'existence. Bon, voilà, Ok, ouais, je l'ai pas lu celui-là. Donc, merci. L'Amazonie, le Brésil, l'Inde, tu as aussi fait pas mal de retraites en Europe. Tout ça, ça t'amène à comprendre quoi, en fait, sur quand même plusieurs années, plusieurs mois. Tu découvres quoi? Parce que tu pars, tu le dis dans le livre et tu le dis dans un interview, je sais plus lequel, certainement plusieurs, que tu as des trucs à régler, quoi. Donc, c'est quoi ces trucs à régler? Et aujourd'hui, c'est comment, quoi? Enfin, tu règles quoi? Tu découvres quoi? Et aujourd'hui, je veux pas dire t'es qui, parce que ça, c'est une autre histoire, mais comment tu te sens par rapport à ça, quoi?
Déjà, j'ai quand même envie de te répondre à tes qui, parce que c'est une belle question. Et c'est quand même, tu me tends une perche parce que la première phrase de ce livre donc que j'ai écrit et qui relate cette transition de vie, qui est un livre qui s'appelle donc Humain et donc qui est un voyage au tréfonds de l'être humain. Merci de Ah, me il est beau, montrer. comment il est corné de partout. Tu sais, Ouais, j'ai fini par corner, j'avais pas de stylo sous la main et ouais, parce que t'as je me bien dis, je veux fait. pas le lire avec un stylo, mais il est corné de partout, quoi. Et je vais pouvoir Ouais, prendre des citations et tout. Je te jure, c'est vraiment le pied. Hein. Merci. cool. Bah Vas-y, écoute, excuse. non, je t'en prie, je suis très heureux. C'est voilà, c'est une joie énorme quand ouais. Évidemment d'être lu. Enfin, écrire c'est génial et être lu c'est tout aussi génial, si ce n'est encore plus génial quand voilà, on peut partager ce qu'on ressent. Mais donc en tout cas, la première phrase c'est qui suis-je et la dernière c'est de dire qu'en fait, en fait je cherche plus vraiment à répondre à cette question. Voilà. C'est-à-dire que voilà, j'ai vraiment, je me suis dédié 4 ans à ça, et au fond, ce serait mentir que d'essayer de me définir, et ce serait voilà. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus tous à l'aise avec ça et en paix, surtout qu'on est des êtres voilà polymorphes. On est des êtres humains, ça va avec ça, c'est ça l'humanité. On est en fait plein de composantes. À la croisée de la génétique, de l'éducation, de l'influence sociale, des expériences de notre vie, évidemment plus fortes, plus impactantes dans les premières années, mais qui sont toujours importantes, voilà, au fil du temps. Voilà, donc en fait, les mots sont malheureusement impuissants, je crois, à définir le moindre être humain sur cette planète. Donc ça, c'est quelque part, on pourrait dire une définition de qui on est. En fait, c'est déjà d'accepter que voilà, c'est pas vraiment le but de se définir, voilà, et aussi d'être conscient que la vie, ça peut être un peu, voilà, c'est plusieurs chapitres, quoi, et qu'au fil de ces chapitres, on peut devenir quelqu'un de différent et qu'on est en perpétuel mouvement, perpétuelle évolution. Là, on parle beaucoup de ce thème très actuel dans le monde qui est la transition avec un grand T, Ouais. à tous les niveaux. Mais en fait, la transition, elle existe chaque jour, chaque minute. Voilà, on évolue, on se transforme. Voilà. Après, il y a des moments d'accélération. Je vois plutôt ça comme un phénomène en fait permanent qui est quelque part, euh, voilà, qui fait partie de notre fonction d'être humain. Et voilà, avec des petits coups d'accélérateur par moment. C'est-à-dire quand à un moment donné, ben voilà, il y a une crise, et ben forcément, voilà, on va changer plus. Et donc, ça va nous amener voilà, vers une version de nous-mêmes qui est encore différente, et ainsi de suite jusqu'au dernier souffle. J'aime bien quand tu dis dans ton livre, tu dis on est, alors je sais plus si tu dis en location ou voilà où tu compares, je sais plus la vie à un parc d'attractions et tu dis on a des tickets par tranche de 10 ans, je crois que c'est ce que tu et ok moi et tu dis bah à 31 ans là tu dis bon ok moi j'ai grillé déjà 3 tickets quoi Ouais, et une je veux cartouche. faire une Je vois cartouche ça ouais comme des cartouches parce et que voilà ouais et, c'est ça oui, c'est cette analogie d'un parc d'attractions géant qu'est la Terre, parce que c'est un peu comme ça que je vois la planète Terre, quand un parc d'attractions est génial et géant et gigantesque, où en fait, justement, on peut être entrepreneur, on peut devenir artiste, on peut voyager, on peut se retirer du monde, on peut imaginer finalement pas mal de choses. Et on peut aussi, pourquoi pas, je pense que toute trajectoire se vaut. La vie, euh, voilà, c'est déjà d'être bien à l'endroit où on est, et c'est surtout, et là, il y a une étude d'Harvard qui vient de sortir, et ça me fait plaisir parce que c'est une étude, on peut imaginer, assez rigoureuse sur 75 personnes de 75 ans, ouais et dont la conclusion, en gros, hein, en bref, c'est que bon, c'est pas l'argent qui nous rend heureux, c'est une étude sur le bonheur. C'est pas l'argent, c'est pas même le succès, c'est pas même, enfin, c'est les liens humains, c'est les relations humaines de qualité, d'harmonie qu'on a. Voilà, c'est ça qui prime, et c'est ça qui est vraiment le plus grand vecteur de bonheur. Et c'est intéressant. On le sait sans le savoir, mais c'est important de s'en rappeler, et que cette étude voilà, démontre voilà, d'une manière un peu rigoureuse. mais je pense que tant que t'as pas perdu tu vois des gens qui ont vraiment compté pour toi tu te rends pas compte de cette importance du lien en fait et ces moments précieux en fait que tu as vécu avec les gens font que
c'est ça qui crée des souvenirs et c'est tout ce qui reste en fait quand les gens sont plus là. Donc ce lien, il est hyper précieux. Donc moi, tu vois, j'ai pu vivre ça parce que mon père est décédé tragiquement dans un accident d'hélicoptère et j'ai pu me rendre compte de ça en fait à ce moment-là, de me dire j'en aurais voulu encore plus, mais il me reste quand même des souvenirs quoi. Et ça m'a beaucoup posé de questions, tu vois, sur le temps qu'on passe à bosser comme des fous dans la performance pour un succès qui fait partie d'un cadre que tous les deux on veut plus aujourd'hui. Mais pourquoi en fait? Parce que finalement, quand tu arrives au bout, et si tu veux te retourner sur ta vie ou voilà, ou même quand tu as un point de bascule, comme tu as vécu, comme moi j'en ai vécu plusieurs, mais où tu te dis ben putain, c'est pas ça qui est important en fait. Ce qui est important, c'est cette qualité des liens que j'ai avec les gens, donc le temps que j'ai avec les gens, et c'est ça la plus grande richesse qu'on a, quoi, je pense. Ouais. Tout à fait, et t'amènes quelque chose de vraiment intéressant par rapport au deuil de ton père. C'est le fait que justement, et ça, beaucoup de maîtres parlent de ça, on peut être en lien encore après la mort en fait, et que quelque part, ce qui compte, c'est là où le deuil peut être très douloureux, la perte peut être vraiment voilà, et procurer beaucoup de tristesse. Mais d'ailleurs, on voit bien que souvent, c'est drôle, parce qu'aux enterrements ou même dans les périodes de deuil, on est triste, mais on est triste et pour autant, je dirais qu'on n'est pas forcément malheureux. Je sais pas si on peut faire la nuance. Il y a quelque chose d'assez, parce qu'on est profondément en lien avec nos émotions. C'est des moments où finalement on s'accorde d'être en lien avec notre tristesse. Et en fait, du coup, il y a comme un autre, comme quelque chose d'autre qui presque, enfin, voilà, ça peut, voilà, la tristesse peut être douloureuse, mais il y a quelque chose qui peut, en tout cas, ce qui est important, et ce que disent certains maîtres, c'est que c'est l'harmonie dans les relations qui compte. Et c'est voilà, et que même voilà, quand quelqu'un part, c'est bien si on peut être en paix, on peut arriver aussi à être en paix plus tard, mais voilà, c'est mieux si la paix peut se créer du vivant. C'est marrant ce que tu dis sur tu vois, les enterrements, le fait d'être triste et tout. Il y a pour moi, je fais le lien là maintenant. Moi, j'ai beaucoup de médité, tu vois, dans des retraites de yoga, tu vois, c'est pendant des heures, tu vois, en chantant des mantras et tout. Et il y a en fait cette énergie collective, tu vois, quand tu médites. Je pense toi, t'as vécu ça aussi, ou du lieu en fait. Et tu vois, je pense l'église avec la cérémonie, ce lieu de recueillement pour dire au revoir, où tout le monde vient dans le même but, fait qu'il y a une sorte de, je sais pas si c'est un égrégore, mais je crois surtout que c'est une énergie collective qui a un fond de tristesse qui fait que ça t'autorise dans ce lieu-là à être triste ou à exprimer ta tristesse et peu importe comment. Mais en tout cas, moi, je peux dire, j'ai jamais été malheureuse du décès de mon père. Moi, je trouve que c'est la plus belle mort qu'il pouvait avoir. Donc, j'ai des regrets sur du temps qu'on n'a pas eu, il me manque, et voilà. Mais je suis pas triste ou malheureuse. Aujourd'hui, c'est juste, c'est la vie, ça fait partie de la vie et c'est OK, quoi, tu vois. Donc, enfin voilà, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais je pense que toi, tu as senti aussi ça, en fait, cette énergie, en fait, dans les ashrams où tu as été, ou bien en Amazonie, dans ces écologes, ou peu importe, dans ces lieux de retraite, je pense que tu as senti, en fait, cette énergie qui était Ouais, forte. bien sûr, qui m'a tout de suite saisi, en fait. Et c'est surtout que c'est là où, bon, le titre du livre, c'est Humain. Et en fait, c'est parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est senti, je me suis senti déshumanisé, en fait. C'est-à-dire que dans cette vie de succès, d'adrénaline, d'addiction à la performance, l'obsession de briller, d'être quelqu'un, de représenter quelque chose. Même aussi, je fonctionnais sur des mécanismes qui, au fond, ne me rendaient pas heureux. C'est-à-dire que l'importance voilà, d'être toujours dans un rapport de force avec les gens, hommes comme femmes d'ailleurs, d'être voilà, du coup souvent dans enfin si, parfois je pouvais être agressif, provocateur, versé dans le cynisme, l'ironie, le sarcasme. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses que les bouddhistes, pour me référer qu'à eux, parce que j'ai pas de paroisse à titre aujourd'hui, mais bon, j'ai beaucoup exploré le bouddhisme, ils appellent ça des toxines mentales. Et en fait, le chemin du bouddhisme, c'est ça, c'est en fait de se défaire, de se
autant que possible, parce que voilà, je pense qu'au final, l'être humain doit, c'est ce qu'on se disait avant de commencer l'enregistrement, l'être humain doit aussi à un moment donné faire la paix avec ses imperfections et accepter parce que j'ai pu aussi, dans ces 4 années que j'ai dédiées à cette quête spirituelle, j'ai pu aussi me mettre la pression. Et donc finalement, c'était les mêmes mécanismes que les mécanismes du chef d'entreprise qui cherche voilà, la reconnaissance, le succès, la gloire, l'argent. Bon. Et en fait, à atteindre cette espèce d'état qu'ils appellent en Inde l'éveil, avec un grand E, l'illumination, donc qu'on prête à certains yogis, à certains grands sages. On peut penser au Dalai Lama. Mathieu Ricard dit souvent d'ailleurs que il est, c'est presque humoristique. Il dit qu'il est 100 000 fois moins sage. Je crois que, enfin, il a dit ça une fois, je crois, que le Dalai Lama, ce qui est pour montrer qu'il y a voilà, il y a des degrés. De sagesse, de bonté, voilà. On a besoin de ces icônes et de ces modèles dans le monde pour aussi se dire que voilà, il y a des êtres merveilleux. Tu vois, c'est bien que tu arrives là-dessus, parce que je voulais t'amener à un moment donné, parce que toi, dans le livre, tu l'exprimes, enfin, t'as été déçu par un de tes maîtres, et on est tous à un moment donné déçus parce qu'on est attiré en fait par cette image qu'ils ont, et en fait, on croit qu'ils sont parfaits, ou tu vois, qu'ils ont intégrer peut-être un degré de perfection, mais en fait, finalement, ils sont humains, ils sont au chemin aussi, peu importe dans quel degré, tu vois. Comment toi, tu l'as vécu? Comment tu t'en es remis, en fait, aujourd'hui, de te dire, ouais, en fait, j'ai été déçu par un de mes guides, quoi. Ça a été un peu j'avais déjà été déçu avant par d'autres, voilà, des associés, des collaborateurs, des amis, ben, comme tout le monde, hein, mais bon, je sais pas, j'ai cru qu'à un moment, j'ai eu le sentiment d'être peut-être plus souvent exposé à ce type de déconvenus ou de déceptions, et j'ai fini par comprendre que c'était aussi parce que je m'étais parfois certaines personnes qui ont pu justement guider mon chemin, des mentors, j'ai souvent eu des mentors, que je les mettais sur des piédestals. Ce qui au fond était un manque de confiance en moi-même, en fait, parce qu'on met quelqu'un aussi sur un piédestal parce qu'en soi, voilà, c'est un peu des vases communicants aussi quelque part. Et donc voilà, j'ai compris ça, et à un moment donné, c'est un peu ce que cette déconvenue avec ce maître. Donc pour donner le contexte, pendant ces 4 années donc que j'ai dédiées à cette quête spirituelle, j'ai assez tôt, au bout de 6 mois, rencontré donc un maître assez connu au Brésil, et qui est un maître donc brésilien, mais qui est le maître d'une lignée d'un ashram du nord de l'Inde, dans l'Himalaya. Il est aussi au Brésil un leader spirituel, en fait. Il a beaucoup d'adeptes. Et donc, voilà, c'était assez complet pour moi, parce que au Brésil, il vit à São Paulo, il est intégré dans le monde et dans le monde de la matière. Et d'ailleurs, c'est peut-être important que je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent, ou de gens qui sont dans la vie active, et peut-être de quand même de situer un peu tout ça. Le but de cette quête, c'était évidemment pas de finir de vivre dans les montagnes. C'était plutôt de comprendre des choses de la vie pour aussi, et ça, c'est l'enseignement de tout, j'ai envie de dire, bon maître spirituel, c'est que tout enseignant spirituel doit s'incarner dans la matière. Et donc, en fait, à un moment donné, voilà, sinon on est juste à méditer sur des concepts. Bon, et même les moines, d'ailleurs, bon, ils sont vraiment dans une vie spirituelle, mais bon, en l'occurrence, je vais reprendre comme exemple Mathieu Ricard, qui est un homme extrêmement actif, qui a créé je sais pas combien de projets associatifs, qui aide voilà, des milliers de personnes dans ces régions du monde, voilà, le Népal, le Tibet, l'Inde, cette partie-là du monde. Bon, et bien, sans compter le travail qu'il fait en Occident et en France, quoi, d'éveil par ses livres, ses photos, ses conférences. Je veux dire, et pour moi, il sort des gens de la mare, quoi, de l'étang, quoi. Enfin, moi, je me vois un peu comme ça. C'est vraiment le sentiment d'être, tu vois, d'être pêché par quelqu'un qui t'élève, quoi. Voilà. Et du coup, et moi, j'en suis qu'un parmi finalement des milliers, ou je sais pas, des dizaines de milliers. C'est se mettre et cette déconvenue, c'est que voilà, donc il vivait à São Paulo, et donc voilà, 3 mois par an, 4 mois par an, il était en Inde dans cet ashram. Et donc voilà, c'était vraiment l'idée que c'était prendre du recul, partir en Inde. On avait donc ce qu'on appelle des saisons dans cet ashram. Voilà, c'est très organisé, où il y avait tout un programme, des talks, méditation, yoga, rituels, musique, de chants de mantras, jeûne par à certains moments, des jeûnes, voilà,
Et donc, c'est un peu le but d'un ashram. C'est comme un peu, on peut aussi qualifier ça d'école de la spiritualité. Donc, c'est des endroits où on peut un peu, voilà, essayer de s'intéresser à ce monde intérieur. Et moi, et ça, en revanche, je veux le dire clairement, c'est que j'espère que le 21e siècle sera un siècle d'intériorité, parce que le 20e siècle a été quand même, voilà, très finalement tourné vers l'extérieur, la consommation, la quête, ouais, des choses qui se passent finalement un peu à l'extérieur de nous, avec pas mal d'ignorance en fait sur qui on est à l'intérieur. Et ça, c'est une question aujourd'hui qui germe dans un siècle qui aujourd'hui nous impose finalement de s'aligner avec les besoins d'une planète qui a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et donc la nature va être au premier plan, est au premier plan la nature. Donc voilà, de ce siècle, l'écologie est au premier plan de ce siècle. Et donc autant la quête matérielle du XXe siècle, faire, je sais pas moi, des commerces, des supermarchés, des télés, ça requiert certaines qualités. Là, prendre soin du planète, ça en requiert d'autres. Et donc je pense que ça va nous emmener vers plus de... Parce que pour que cette transition puisse s'opérer, il faut qu'il y ait aussi un changement au niveau individuel. Donc voilà, chaque être humain va devoir un petit peu quand même donner un peu de soi en fait, et voilà, être capable de changer un peu voilà, je pense qu'on est quand même concrètement en train de changer de paradigme, quoi. Voilà, c'est une évolution de plus, hein, mais comme il y en a finalement eu tout au long de l'histoire, hein, c'est pas la première qu'on est en train de vivre. Ouais, non, c'est obligatoire, quoi. C'est incontournable aujourd'hui. On peut pas faire l'économie de ça, hein. Après, voilà, chacun son chemin et ses prises de conscience, quoi, ça. Ouais, et chacun le fait à son niveau. Non, parce que je pense que n'importe qui, de toute façon, doit être en lien avec la planète. Je veux dire, même si c'est des personnes qui n'ont pas une conscience écologique importante, je pense que d'ici 10 ans, tout le monde fera le tri sélectif chez soi, par exemple. Donc, ça peut être à des petits niveaux comme ça, comme d'autres qui vont être des activistes qui vont s'engager pour la planète, et ou d'autres au milieu qui vont être, et là je parle aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui vont être des entrepreneurs engagés dans des projets écologiques. Donc en fait des entrepreneurs hybrides, qui est un peu voilà je vais dire la thématique, mais qui est la voie en tout cas aujourd'hui, puisque pour répondre à la question qui es-tu aujourd'hui, que tu m'as posé au début de l'entretien, et là peut-être qu'on est et ben aujourd'hui j'essaye justement d'être dans cette hybridité, dans cette ce lien entre l'action et la contemplation, et pas que l'action, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire d'être à nouveau un entrepreneur actif. Donc j'ai écrit ce livre, et pareil, ce livre, je pourrais dire que je l'ai fait d'une manière, c'était encore une fois pour moi c'est une démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire que bon, je l'ai écrit, il y avait aussi une démarche, pour moi c'était thérapeutique, c'était la première motivation. Et la deuxième motivation, c'était aussi de l'écrire pour préparer un projet entrepreneurial justement qui va dans cette voie de transmettre à mon humble niveau ce que j'ai pu comprendre, apprendre, découvrir, et surtout expérimenter, parce que mon travail va surtout passer par l'expérimentation, et donc et par l'expérience, et donc aujourd'hui je vis donc à Lisbonne. J'ai un fils qui a 2 ans, que j'ai eu avec ma compagne, que j'ai rencontré dans ces années de voyage. Elle a une trajectoire de vie un peu similaire à la mienne, puisqu'elle a grandi à Singapour. Elle est allemande chinoise et elle a grandi à Singapour, et elle a ensuite été à Londres, et elle a été trader dans une grande banque, où elle a fait aussi un burn-out. Et donc en fait on s'est rencontrés un peu sur les mêmes voilà, sur ces fondements-là, quoi, de remise en question un peu de la vie, et de surtout qui on voulait être nous dans cette vie, quoi. Ouais. Et voilà, et donc et aujourd'hui on est tous les deux engagés dans des projets qui sont destinés, alors pareil, j'emploie ce mot avec précaution, mais à cet éveil dont on parle, quoi, cet éveil collectif, ce travail de conscience. Bon voilà, tout ça, ce sont un peu des grands mots, des mots qui peuvent peut-être sonner abstraits, mais concrètement, voilà, il y a ce livre pour moi de mon côté. Je donne des conférences sur une thématique qui est justement la thématique du wisness, qui est un terme qui m'est venu là il y a quelques mois, tout simplement wisdom in business. Donc c'est la contraction de ces deux mots, donc sagesse et business. Ça m'est venu au fil d'une conférence que je donnais sur le pont entre justement business et sagesse, qui sont en fait voilà les deux polarités dans lesquelles moi j'ai évolué depuis l'âge de 20 ans, et comment réconcilier ces deux
ces deux aspirations qu'on a, parce qu'en fait, au fond de chacun, c'est pas vrai qu'un être veut être qu'un businessman. Mais non, parce qu'en fait, on a tous un corps émotionnel et je suis heureux aussi d'entendre de plus en plus ce terme de QE. On parlait tout le temps du QI, moi, quand j'étais petit, le quotient intellectuel. Donc, on est au niveau du cerveau. Là, on parle de quotient émotionnel. Parce qu'avant toute chose, et c'est prouvé hein, aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable, c'est que nos émotions sont quand même un peu la source de tout, quoi. C'est vraiment voilà, et même après ce qui se passe dans le cerveau, au final, bon, il y a une interaction bien sûr, mais c'est souvent la conséquence de ce qu'on ressent au niveau émotionnel. Et donc c'est ça le businessman ou la businesswoman du XXIe siècle, c'est un être qui est relié à son cœur et à son corps. C'est-à-dire qu'il y a il y a les 3 C, cœur, corps, cerveau, parce qu'il est aussi relié à son cerveau. Je ne dis pas que le quotient intellectuel ne sert à rien, pas du tout, évidemment, c'est très important, mais c'est juste voilà rentrer dans peut-être une conception de l'être humain qui est un peu plus globale, holistique, qui fait le lien entre le corps et l'esprit, et entre voilà ces 3 niveaux de ressenti qu'on a et d'informations qu'on a, et donc c'est un être qui est en lien. Et donc, ça veut dire quoi concrètement, être en lien avec son cœur et son corps? Par exemple, le cœur, c'est justement être ouvert à sa sensibilité, à sa vulnérabilité, être ouvert et du coup aussi ouvert. Et c'est ça la beauté, et c'est ça qu'on découvre. Et moi, j'en suis l'illustration. J'aurais jamais pensé être capable d'écrire un livre un jour dans ma vie. J'ai eu 9 sur 20 au bac français. J'étais pas du tout prédestiné à écrire, j'étais tout le temps dans l'action, j'étais un hyperactif, etc. Et en fait, en m'ouvrant, en prenant le risque, parce que voilà, disons-le comme ça, à l'époque, ça ressemblait à un risque et ça ressemble toujours à un risque quand on est dans son confort de la vie, qui roule, une vie, rodée, très centrée sur le matériel, etc., l'action, etc. Quand on s'ouvre à sa sensibilité, à sa vulnérabilité, on se dit, c'est comme jeter dans l'eau froide. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce que je vais découvrir dans l'eau froide? Et ben, en fait, oui, on a un peu froid sur le moment, c'est ça, c'est sûr, on a froid, parce qu'on se sent un peu à nu, on se sent un petit peu, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Mais on découvre qu'en sortant de l'eau, c'est magique. C'est un peu à ça que j'assimile la vulnérabilité, la sensibilité, c'est se mettre en lien avec ces qualités, parce que ce sont des qualités qu'on a. Et ben après, va faire naître l'intuition, la créativité. Et donc, c'est parce que voilà, il y a comme un parcours, en fait, c'est comme si c'était un parcours émotionnel qu'on pourrait dessiner. Voilà. Bon, par ailleurs, je prépare aussi des retraites qui seront des expériences immersives en forêt, et où voilà, il y aura ça sera aussi mixé avec ce parcours j'allais dire le parcours du combattant, mais le parcours du guerrier spirituel, en fait, parce qu'on pourrait assimiler tout ça. On a fait beaucoup d'épreuves physiques depuis qu'on est tout petit. On a été très dans la performance physique, le sport, etc. Mais en fait, c'est un autre exercice, mais qui est tout aussi intéressant et difficile que d'essayer de se mettre en lien avec certaines émotions avec lesquelles on n'est pas du tout familier, avec lesquelles on n'est pas du tout habitué, et pouvoir essayer de faire émerger d'autres choses. Et donc, moi, c'est ce que j'ai découvert. J'ai découvert que l'intuition, la créativité, et puis tout simplement, j'ai envie de dire l'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est plus sensible, plus vulnérable, plus dans nos émotions, et je le dis aussi, sans tomber dans un excès, parce qu'il y a aussi ça, il faut faire attention. L'idée, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est d'être un peu dans la posture juste, de jamais être, parce qu'après, on peut aussi tomber dans le pathos, et c'est pas du tout ça le but. Le but, c'est pas de tomber dans le gnangnan, et je parle là notamment aux hommes qui nous écoutent. Je pense que ça vient, en fait. Je pense que les hommes commencent à s'ouvrir un peu, tu vois, enfin, vraiment gentiment. Je pense que c'est toujours une histoire de comment on veut regarder les choses, tu vois. Si on pense qu'il y a personne, que les hommes, ils veulent pas, c'est sûr qu'on peut pas leur en parler. Mais ça vient. Puis en parlant, on sème nos graines, tu vois. Tout à fait. T'as envie, en fait, d'amener les hommes à s'ouvrir, à se relier à leur cœur, à ces fameux à aligner ces 3 C, si on peut dire ça comme ça. Totalement. Et d'ailleurs, voilà, c'est marrant que tu m'en parles, parce que je crée là, à partir de janvier, là, à Lisbonne, des cercles d'hommes. Wow. Ce qu'on appelle ici Men's Circle. En fait, ma femme fait déjà des cercles de femmes depuis quelques années.
Et là, j'ai envie de faire ça pour les hommes. Voilà, pareil, avec un cadre. Et il faut pas que ce soit. L'idée, c'est pas que tout le monde se mette tout nu. Je parle au sens métaphorique. Oui, oui. L'idée, c'est que les hommes puissent partager des choses qu'ils ont sur le cœur, qu'ils n'ont pas forcément. Les hommes sont souvent en fait assez seuls et assez isolés parce que voilà, il y a ce truc où on n'est pas censé nous se plaindre, s'ouvrir sur nos émotions. On n'est pas censé forcément. Voilà, on est là pour assurer, délivrer. Bosser, enfin en tout cas dans le modèle ancestral qui est en fait remis en question d'abord parce que la femme a bougé en fait dans les dernières décennies. La femme déjà en se mettant à travailler en changeant pas mal de choses, bah ça forcément c'est aussi ça la business woman. C'est que c'est une femme, oui, qui bosse, qui peut réussir, qui peut gagner beaucoup d'argent, mais Elle n'est pas obligée d'être imbuvable. Elle n'est pas obligée d'être dans la revanche, dans la rancœur et essayer de entre guillemets de réparer peut-être des générations de femmes avant elle qui disent avoir souffert, et ce qui est encore à démontrer parce qu'en fait beaucoup de femmes, je pense aussi, ont trouvé leur compte dans ce modèle de la société patriarcale où finalement les hommes bossaient, les femmes étaient au foyer. Ce qui est moi pour avoir un fils aujourd'hui, je vois bien, c'est aussi c'est du temps, du travail, de l'énergie beaucoup, et c'est important surtout, et c'est important pour un homme qui est aussi d'avoir une maison. Et d'ailleurs, en parlant d'expérience spirituelle, la plus grande expérience spirituelle que j'ai faite jusqu'ici, ça reste la paternité. Donc, et ça, on est tous touchés. Donc, en réalité, il y a eu ces 4 années entre l'Inde, l'Amazonie, etc. Mais après, en réalité, et c'était d'ailleurs c'est ce qui est très intéressant, parce que c'est même là, je dirais, où ces enseignements spirituels, ces théories spirituelles, quand on les incarne dans un projet, justement, un projet de vie familial, entrepreneurial, à l'épreuve d'un quotidien, là, on voit vraiment, là, on voit vraiment, entre guillemets, à quel point, voilà, on a évolué, bougé, à quel point on est capable, on a un peu, une sorte de faire de verdict, mais on voit un peu la valeur que ces enseignements ont. Et d'ailleurs, ce maître Premava Köshü avait cette phrase magnifique. Il a eu une fille, en fait, exactement au même âge que moi. J'ai eu mon fils à 36 ans. Et quand ma compagne est tombée enceinte, on a eu un échange un peu assez intime. Et il m'avait... Et sur la paternité, je le questionnais. À l'époque, j'étais dans ce chemin spirituel. Je me demandais si j'étais vraiment prêt à être père, etc., etc. Ouais. Mais il m'avait dit, c'est quelque chose, j'avais surtout peur de ne plus pouvoir m'impliquer dans ma vie spirituelle, ce qui pour moi restait important. Et il m'avait dit, avoir ma fille m'a aidé non seulement à m'impliquer davantage, à m'impliquer dans ma vie matérielle, bien sûr, puisqu'un enfant vous implique dans la vie matérielle, puisqu'il y a d'un coup une nécessité, de matériel, de confort, enfin, etc. Mais aussi bien donc dans la vie matérielle que dans dans ma vie spirituelle. Et elle est devenue mon yoga. Et j'ai trouvé cette phrase magnifique, voilà, qui tout simplement, et cette phrase a ouvert mon cœur, et d'un coup, je me suis dit, voilà, et c'était un peu ça, je pense qu'il voulait aussi c'est l'idée d'un bonnet de se confronter à une réalité, parce que finalement, être au bord du Gange, dans l'Himalaya, à méditer sur un rocher, je donne un peu une image caricaturale, mais pourquoi pas, mais bon, on ne sait pas très bien finalement ce que ça vaut, en fait. Ton fils, il a 3 ans, hein, c'est ça? Ouais, bientôt, ouais. Ta compagne et toi, vous devez assumer quand même, tu vois, faut que ça fonctionne. Enfin, vous devez pouvoir manger, quoi. Manger, avoir un toit au minimum. Ouais, totalement. Et comment, en fait, tu fais comment justement tu vis au quotidien entre ta spiritualité, la matérialité? Comment tu fais le lien entre les deux? Tu as des routines, tu as gardé des choses, tu t'évades, comment tu gardes ton alignement, en fait? Ouais, très bonne question, et merci de l'amener. Et peut-être, j'espère que j'étais pas dans les trop abstrait ou trop dans les concepts jusqu'ici, et parce que c'est un peu ça. Non, du tout, non. Non, mais aujourd'hui, voilà, c'est quelle est la réalité d'aujourd'hui concrètement. En fait, ce qui était à l'époque en Inde des heures, je sais pas moi, dédiées à la spiritualité tous les jours, enfin, où j'étais dédié à ça pendant ces années, aujourd'hui, c'est 15 minutes le matin, voilà, où déjà, c'est 10 minutes de yoga, de posture, des trucs très simples, 5 salutations au soleil, et puis après 3-4 postures, je me suis fait ma petite pratique. Ouais. Et 5 minutes ensuite de méditation, ce à quoi je vais peut-être ajouter là, parce que j'ai un nouveau 5 minutes de respiration avec des exercices de respiration,
La respiration, c'est un outil extraordinaire Tu fais quoi, pranayama ou là, je le fais, la respiration alternée là, je le fais pas encore, mais c'est la respiration justement qui vient de Wim Hof, ce thérapeute du froid, qui est une sorte d'hyperventilation qui se fait, voilà. Et en fait, je fais ce qu'on appelle des breathwork. Alors voilà, pour continuer cette routine spirituelle, donc c'est 15 minutes le matin. Et si je fais plus, ça marche pas. Pourquoi? Parce que sinon, je le fais sauter. Donc, il faut être aussi humble et réaliste sur ce qu'on peut faire. Mais déjà, ces 15 minutes, je veux dire, ça me change. Enfin, c'est comme si ne pas les faire, c'est comme si je prenais pas une douche le matin, quoi. Ça me manque à un point important. Donc, par exemple, et voilà, bon, ça peut parfois m'arriver sur le week-end si mon fils vient me sauter dessus le matin, et je peux la faire sauter, mais c'est quand même vraiment important pour fonctionner et garder cette présence, cet alignement, parce qu'en plus ce quart d'heure chaque matin, c'est un moment vraiment introspectif, de calme, de paix intérieure, où il y a beaucoup aussi d'intuitions qui peuvent germer, parce qu'il y a ce silence. Et il y a ce moment que je révère qui est petit, mais il y a des choses qui me viennent pour ma journée. Et puis à la fin, d'ailleurs, j'ai un petit exercice de visualisation des différentes personnes que je vais rencontrer dans la journée pour me relier à elles. Voilà. Et alors là-dessus, typiquement, je n'ai plus 8 à 10 rendez-vous par jour comme j'avais à l'époque où je brassais. D'ailleurs, j'avais 8 à 10 rendez-vous par jour, mais après, je voyais, je sais pas, des dizaines, enfin, beaucoup de gens tous les jours, parce que dès que j'allais dans un milieu, j'étais très sollicité. Aujourd'hui, j'essaie d'avoir je vois 2, 3 personnes dans la journée, bon, souvent aussi d'ailleurs par Zoom. Voilà. Donc, la pratique. Ensuite, il y a un breathwork, c'est des exercices, c'est un rituel de respiration qui dure 1 heure. Je fais ça 1 fois par mois avec de coach thérapeute ici qui est super, qui fait ça. Voilà, c'est être en lien avec la nature. Donc très souvent ça c'est tous les week-ends. Il n'est pas question de rester en ville. C'est dès que possible. Et ça, je le dis à toute personne qui nous écoute. En fait, on se rend pas compte, mais on a tous entre aller 2 heures au bowling ou 2 heures dans la forêt. Ben, allons dans la forêt, quoi. Parce qu'un bowling, c'est en sous-sol, c'est encore une fois un truc où voilà. Ça, en fait, au plan neurologique, c'est ça qui est dommage. Ça ne nous fait juste pas du bien. Voilà. Donc, faut lire 2, 3 études. Faut se rendre compte qu'il y a des choses qui nous font du bien, d'autres qui nous font pas forcément du bien, qui ont un effet immédiat, un peu de plaisir, mais en fait, on en ressort de là, on se sent souvent un peu, je sais pas, il y a quelque chose alors qu'en forêt, on y va, mais on est porté par quelque chose, ah ouais, immédiatement. Voilà. Et donc, en ce moment, c'est aussi, je suis en train de suivre une formation au Shinrin-yoku, qui est une pratique japonaise, qui est en fait, ils font ce qu'on appelle des bains de forêt là-bas. Donc, c'est-à-dire, il y a même des centres dédiés à ça, où il y a eu des études faites par un scientifique japonais depuis 1980 là-dessus, sur tous les bienfaits de ces thérapies en forêt, qui diminuent le taux de cortisol, l'anxiété, la dépression, le stress. Bon, il y a pas mal de données, c'est très intéressant. Et donc ça, c'est des petites choses, mais qui maintiennent à l'échelle d'une semaine, ça change beaucoup de choses. Après, bon, c'est aussi de la musique. À l'époque, j'écoutais de la musique électronique, de la techno, ces trucs un peu violents qui activent en vous des choses plus, on va dire, agressives, quoi. En tout cas, pour un homme. Bah là, c'est des musiques plus douces, des musiques du monde, des musiques qui du coup nous font voyager, je sais pas, des chants de mantra, parfois de la musique classique, magnifique, parfois de la musique électronique, ça peut arriver encore, mais voilà, donc c'est plein de choses comme ça. Après c'est une alimentation hyper saine, voilà, et pour autant une vie sociale, des amis. Bon, après on a pas mal de copains qui sont dans qui ont des parcours un peu similaires, mais donc il y a évidemment une vie sociale. L'idée c'est pas de vivre seul, reclus chez soi dans l'austérité. Voilà, voilà, parfois des petites fêtes, ça arrive de temps en temps. Il y a voilà une vie, juste une vie équilibrée. Et puis le boulot, donc ces différents projets là que moi je suis en train de monter. Et puis après, en fait, pour être très dire des choses, non mais que je peux pas. En fait, sur ces sujets. C'est marrant parce que c'est comme quoi, voilà, je scinde encore là, en tout cas, ma vie professionnelle un peu en deux. C'est-à-dire que je fais de l'immobilier aussi de côté, parce que je veux aussi pas mettre trop de pression financière là sur ces différentes choses que je suis en train de lancer. Bon, on le sait, écrire un livre, enfin, c'est pas des choses qui sont très rémunératrices, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, juste peut-être quand les choses se seront développées, ce sera peut-être différent. Mais aujourd'hui, je fais comme ça, voilà. Parce que l'immobilier, je le fais d'une manière, et d'ailleurs, ça me plaît beaucoup. Je le fais d'une manière
j'allais dire alimentaire, mais c'est même pas vrai parce qu'en fait, ça me plaît bien parce que ça active d'autres aspects, plus justement, ces aspects plus masculins de l'action, voilà, et puis surtout de la perspective financière, quoi, qui est quelque chose aussi de motivant, d'essentiel, d'important. Et ça, je le dis dans la conférence sur le business, je parle de l'argent, qui est un vrai thème sur lequel aujourd'hui, je pense qu'il faut, on a tous un peu à évoluer, quoi. C'est-à-dire que aussi bien ceux qui méprisent l'argent dans les milieux alternatifs et spirituels, je pense que c'est une erreur, qu'aussi bien ceux qui la surévaluent comme dans les milieux matérialistes, c'est une autre erreur. Donc en fait, je pense que finalement, une bonne partie de la planète est dans l'erreur par rapport à l'argent. Il y a aussi là encore une voie du milieu à trouver. Et donc, tu le vois comment l'argent aujourd'hui? J'apprends rien à personne. On parle aujourd'hui beaucoup, il y a des courants là-dessus qui disent que l'argent est une énergie neutre et que finalement, tout dépend de ce qu'on fait de l'argent. Et c'est comme finalement tout, comme le pouvoir, comme la beauté. Finalement, on voit bien que l'argent peut servir aussi bien la vertu, des choses positives, la construction, le lien humain, l'aide. Ça veut pas dire tout donner, hein, je dis pas ça, mais ça veut dire voilà, être dans des projets. Je parlais donc voilà de cette voie entrepreneuriale aujourd'hui, les entrepreneurs sociaux, les entrepreneurs qui tout simplement ont des projets qui feront du bien à la planète, quoi. Il y en a qui polluent et il y en a qui font du bien à la planète. C'est voilà, et je pense que là-dessus, ça va être un peu la division des eaux là. Enfin, le 21e siècle, ceux qui polluent vont pas, à mon avis, durer longtemps. Et s'ils durent, ils seront pas très heureux. Donc de toute façon, parce que ils vont se sentir mal dans notre société. Donc je pense qu'en fait, si ça qui est beau, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choix. Donc l'argent, voilà, et l'argent peut aussi servir le contrôle, l'emprise, la destruction. Donc en fait, c'est pas tellement l'argent le sujet. C'est ça le près où on diabolise parfois, où on dit, voilà, on diabolise l'argent, où on le survalorise. En fait, non, c'est aussi qui on est à l'intérieur de nous et comment cet argent on l'a gagné, qu'est-ce qu'on va en faire, et ça, ça encore, ça nous renvoie un peu au travail intérieur, quoi. Il faut un peu quand même, pour justement pas être dans ces agissements néfastes avec l'argent, qui est un peu comme qui est un pouvoir, qui est une sorte, qui est une arme. Donc, si elle est usée pour le mal, elle peut faire mal, quoi. L'argent, ça peut être en fait assez. Ouais, c'est clair. Comme ça peut faire énormément de bien, quoi. C'est ça qui est. Mais tu vois, la semaine dernière, j'étais dans une réunion d'entrepreneurs là tôt le matin et vraiment c'est du réseau, de l'entraide. Et un des entrepreneurs se lève et il dit il faut vraiment utiliser la force du réseau, se recommander. Et voilà, grâce à vous, aux recommandations, moi je suis passée de 4 employés à 10. Et parce qu'aujourd'hui on est 10, il y a, je sais plus les chiffres, mais il y a tant de mon chiffre d'affaires que je peux investir dans du soutien pour l'écologie, pour des associations locales, pour des clubs sportifs, enfin peu importe, tu vois, mais il y a une partie, en fait, et il disait, à 4, je pouvais pas le faire, à 10, ça me donne les moyens de le faire. Et je trouvais que c'était beau, en fait, tu vois, il pensait pas que à grandir son entreprise, et voilà, en me disant, mais si je grandis mon entreprise, je peux contribuer à faire quelque chose de beau, quoi. Et je me disais, putain, ouais, on y est, quoi. Et, mais jeune, hein, tu vois, je pense qu'il a 35 ans, quoi. Ouais. C'est cool, quoi. Bah oui, parce que parfois on diabolise un peu l'entreprise, mais il faut se rappeler que l'entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. Alors maintenant, c'est vrai que quand c'est devenu des grandes corporations et qu'en plus, parfois, elles font des milliards de bénéfices et en plus, en faisant des milliards de bénéfices, elles polluent la planète. Je ne cite aucune entreprise, mais je peux comprendre qu'il y ait une sorte que des gens s'insurgent, quoi. Et en même temps, ça choquait personne jusqu'il y a 10 ans, quoi. Donc, en fait, il faut aussi laisser le temps. On peut pas, quand les gens disent, il faut tout arrêter. Oui, enfin, il faut aussi être un peu sage. C'est-à-dire que des entreprises qui, justement, ont des dizaines de milliers d'employés, font des milliards, OK, peut-être pas dans la bonne direction, elles polluent, etc. Il faut aussi les laisser faire leur transition. Voilà. Après, ouais, et puis tu vois, d'un autre côté, ces entreprises, elles permettent, je sais pas, des milliers de familles de manger, quoi. Donc, et voilà, mais merci de le rappeler, Et quoi qu'on en dise, oui, elles polluent d'un côté, et c'est pas, il va falloir que ça évolue, d'accord. Mais en attendant, effectivement, voilà, elles nourrissent. Donc, je comprends pas toujours quand on les diabolise, quoi. Je veux dire, je veux bien, mais je vois, voilà.
Oui, mais on est d'accord tous les deux qu'il faut que ça change, Faut quoi. avoir des regards un peu objectifs, quoi. C'est ça. Faut voir un peu l'ensemble du sujet, quoi. Et puis surtout être un peu, là où je dis qu'il faut être sage, c'est que quand on dit ouais, il faut, enfin, je sais pas, les gens parfois les anarchistes, quoi, faudrait tout arrêter. Bah oui et non, parce qu'en fait, on se rend pas compte que si par exemple cette entreprise on la fermait, pour être très caricatural, une entreprise comme ça, bah on se rend pas compte en fait du mal qu'on ferait à tous les individus qui, comme tu viens de le rappeler, en vivent. Donc en fait, voilà. Mais, alors il y a ça, puis après il y a tu vois la prestation ou le produit ou voilà que l'entreprise elle fournit. Enfin c'est tout un pan de l'économie. Enfin il y a les employés, les salariés, mais il y a ceux qui sont avant, il y a ceux qui sont après, quoi. Les fournisseurs et les clients et le marché. Enfin voilà, tout un système. Donc, oui, ça doit changer, mais tout est pas blanc ou tout noir, quoi. Enfin, Voilà, et le système, il a vraiment beaucoup de choses à changer, mais il n'est pas non plus, il n'est pas si désastreux, je veux dire. Voilà, les gens. Mais il doit changer organiquement, tu vois. Je pense pas que c'est en allant dans l'autre et extrême. progressivement, voilà, et progressivement, il doit se réinventer progressivement, pas dans la brutalité. Il doit, effectivement, en s'alignant ça de toute façon avec l'impératif écologique. Qui ne nous laisse, voilà, qui nous donne en tout cas un cadre dans le temps, quoi, voilà, apparemment. Donc ces mutations, c'est pour ça que là, elles vont se faire de manière peut-être qu'elles vont se faire de manière un peu brutale. En fait, j'en sais rien. On ne sait pas, on verra bien, quoi. Peut-être il faudra, tu vois, peut-être il faudra pour ce changement-là, il faudra peut-être aller dans un extrême comme si je fais un parallèle, je sais pas, avec les femmes qui ont besoin de revendiquer pour prendre leur place ou pour un nouvel équilibre, quoi, et de passer par un extrême pour retrouver un milieu. Je sais pas, enfin, tu vois. Totalement. On verra bien, quoi. De toute façon, c'est un des chemins. Exactement. Romain, qu'est-ce que tu as envie de dire au monde, là, maintenant, pour terminer? Tu as envie de laisser quoi? Quand même, j'ai quand même envie, tu vois, c'est au moment où tu dis ça, il y a le terme voix intérieure qui me vient, voix VOIX, et donc voix VOIE. Parce qu'au fond, c'est quand même ça le but de la vie, et on l'oublie. Alors je sais que quand je dis ça, je m'adresse à qu'une partie de la population, parce que je sais que quand on vit dans une vie très, on va dire, des salaires très bas, quand on vit à l'usine, je sais qu'on peut pas vraiment forcément se poser ces questions-là. Mais sauf que je pense que c'est d'abord en touchant les personnes qui ont un peu la place et un peu la possibilité de faire changer les choses que finalement il y aura un effet domino et que à tous les niveaux de la société, dans un certain laps de temps, ça améliorera finalement la vie de chacun et j'allais dire qualité de vie, mais en fait le terme qui vient, c'est le sens que chacun donne à sa vie, parce que je pense que pour améliorer, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup parlé de la qualité de vie, et pour arriver à une telle qualité de vie finalement, avec toute cette matérialité qui nous entoure et qui est super, hein. Moi, je veux dire, j'aime le confort aussi, hein, ça aussi, qu'on soit clair. Mais c'est juste à un moment donné l'excès, quoi. C'est l'accumulation. Je veux dire, on n'a pas besoin à un moment donné il y a des choses où on n'en a pas besoin. Ça, c'est pas vrai. Je veux dire, on peut avoir une très belle télé, même un très beau plasma, mais on n'a pas besoin du plus grand écran et de le changer tous les 2 ans parce qu'il y en a encore un peu plus grand. Là, il y a un moment, il y a un stade où il faut se rendre compte qu'on est peut-être un peu dans un comportement un peu névrotique, et que cette énergie, on pourrait peut-être en fait la réorienter vers d'autres choses. Donc en fait, c'est ça, c'est écouter sa voix intérieure. VOX qui nous chuchote tout le temps, moi, parce qu'en fait, je parle de vécu, hein, elle me chuchotait tout le temps, souvent, je la réprimais, voilà, entre 20 et 30, voilà, elle me chuchotait quand j'étais dans cette euphorie, je vais pas dire dans cette folie, mais enfin un peu quand même, dans cette folie humaine dans laquelle je vivais avant, ces excès, je l'écoutais pas, cette voix intérieure. Je l'écoutais pas, et du coup, je me suis trompé de voix, VOIE. Ou en tout cas partiellement trompé de voix. Et ça a mal fini, et ça aurait pu beaucoup plus mal finir. J'ai aussi eu de la chance, j'ai eu la chance d'être entouré par une famille, des amis. Mais j'ai eu une vraie crise à 32 ans, donc il y a quand même un truc, un endroit où il y a quand même un traumatisme, hein, de ça. Et là, j'ai une envie je sais que beaucoup de gens sont dans ces circuits, dans ces cercles. Oui, ils sont c'est le hamster. Je pense à la roue du hamster, voilà. Évidemment.
et je sais à quel point c'est difficile d'en sortir. Et moi, pour en sortir, il m'a fallu une énorme crise et j'ai fait un grand écart. Je suis parti en Amazonie du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, la société, ce qui est la chance du 21e siècle, c'est qu'on peut faire des pas de côté. On n'est pas obligé de faire des grands écarts. Et ces pas de côté peuvent nous préserver. Et c'est pour ça que je veux dédier, c'est à ça que je dédie ce livre, les cercles d'hommes qui vont commencer l'année prochaine, les retraites que je prépare également, les conférences sur ce thème de business. Voilà, comme d'autres, j'essaie de me mettre un peu au service. Alors encore une fois, je me sers moi-même aussi, je veux pas me faire passer pour ce que je suis, mais voilà, en tout cas de ces causes, de cette évolution de la société, de ce progrès en fait, parce que pour moi c'est ça le progrès. Il est là aujourd'hui au XXIe siècle. Waouh, merci beaucoup. Merci à toi, Valérie. C'est toujours vraiment des moments. Ouais, je pourrais parler avec toi pendant des heures. Quoi. Ouais. J'ai encore 10 000 questions, quoi. Ouais, mais bon, voilà, quoi. C'est merci, de tout cœur d'avoir pris le temps, quoi. Eh ben, écoute, je t'en prie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.